Le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Christine Lagarde espère réunir un large consensus pour la porter à la tête du FMI. En France, l'opposition exprime ses réserves. La réaction de Jean Arthuis, il sera notre invité dans cette édition. Une clarification sur les radars routiers, le démontage des panneaux continue. Les députés UMP qui s'étaient réjouis hier auraient mal compris. On tentera de lever la confusion. Nouveau recul du chômage en avril pour le 4e mois consécutif, moins 0,4%, soit 2 669 000 demandeurs sans aucune activité, inscrits à Pôle emploi, le guichet unique confronté à de grandes difficultés et un déficit qui se creuse. Notez également que nous parlerons ce soir des dégâts de la sécheresse. Avec nous tout à l'heure le sénateur Adrien Goutheyron et le secrétaire général de la FNSEA. Décriée à la fois par les syndicats et le patronat, la prime dividende a été adoptée par le Conseil des ministres. Les entreprises de plus de 50 salariés seront concernées. Le reportage de Claire de Buisère dans l'une d'entre elles, à Villeneuve-la-Garenne, près de Paris. Avec des dividendes reversés à sa holding, l'entreprise d'archivage Archiveco devrait être concernée par la prime aux salariés dès cette année. Une perspective qui n'enchante guère ce PDG puisque des augmentations de salaire sont déjà négociées régulièrement avec les représentants du personnel. Il faut savoir que les négociations salariales ont déjà eu lieu et ont permis de figer les augmentations de 2011, avant l'annonce de cette prime. Cette mesure qui vient se rajouter à quelque chose qui a été négocié arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et n'a pas du tout été prévue dans nos budgets. Du côté des employés, la mesure est accueillie diversement. Il y a ceux pour qui un petit extra n'est jamais de refus. Si l'employé peut récolter quelque chose là-dessus, pourquoi pas? Oui, ça m'intéresse la prime pour acheter plus de choses. Et déjà, bon, vu qu'en général, le taux augmente, bah là, ça ferait du bien pour tout le monde. Et ceux qui s'inquiètent des répercussions de cette mesure. Si on oblige les entreprises à donner une prime de 1 000 €, automatiquement, ça va bloquer sur les augmentations de fin d'année. Frédéric, lui, travaille ici en tant qu'intérimaire et se trouve du coup exclu du dispositif. On est là aussi, même si on n'est pas là aussi longtemps, mais on participe justement au résultat de l'entreprise, donc ce serait normal qu'on touche quelque chose, c'est clair. Seul un salarié sur 4 devrait bénéficier de cette prime. Le projet de loi sera examiné à l'Assemblée nationale à partir du 14 juin. Fin du suspense, donc la ministre de l'économie souhaite remplacer Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI. Une candidature de qualité, d'équilibre, dit pour la défendre. François Fillon, annonce solennelle, donc aujourd'hui à Paris, de Christine Lagarde. J'ai décidé de présenter ma candidature à la direction générale du Fonds monétaire international. Je l'ai fait après mûre réflexion et après consultation et en accord avec le président de la République française et avec le Premier ministre qui m'accordent tout leur soutien. C'est un immense défi que j'aborde avec beaucoup d'humilité et en souhaitant recueillir le plus large consensus. Christine Lagarde devrait rester ministre jusqu'au choix du nouveau patron du FMI fin juin, alors que le 10 juin, la justice dira si elle ouvre une enquête pour abus d'autorité de la ministre dans le règlement de l'affaire Tapie. Un nuage judiciaire mis en avant au Parti socialiste pour récuser sa candidature. Ségolène Royal mettant en garde contre un deuxième scandale au FMI. Aurélien Romano. Seule Martine Aubry reste silencieuse. Christine Lagarde pour le FMI, comment vous réagissez à cette candidature ce matin? Méditant sans doute son récent soutien à Christine Lagarde, une position qu'elle ne défend plus et pour cause, certains ténors socialistes s'illustrent par leur virulence contre cette candidature. Nous contestons sa politique, nous contestons ce qu'elle a fait dans l'affaire Tapie, donc c'est une candidature que je ne soutiens pas. Il ne faudrait pas qu'un deuxième scandale éclate à la tête du Fonds monétaire international, parce que là, franchement, pour la France, ce serait un coup fatal. Ce coup fatal pourrait venir le 10 juin. On saura à cette date si une enquête judiciaire est ouverte contre la ministre de l'économie dans l'affaire Tapie. Une éventualité qui met dans l'embarras les amis de l'ancien directeur général du FMI. Leur candidat avait été soutenu par la droite en 2007. À l'instar de Manuel Valls et Pierre Moscovici, ils appellent à la prudence face à la menace judiciaire. Qu'elle soit candidate, c'est son affaire. Nous n'avons pas à l'approuver, compte tenu du fait que, justement, c'est la politique du FMI qui compte. Et pour le reste, j'inciterai chacun quand même à la prudence par rapport aux règles du FMI. Seul le député de Paris, Jean-Marie Le Guen, s'est prononcé aujourd'hui clairement pour un soutien à la candidature de Christine Lagarde.
Cette absence de soutien du côté du Parti socialiste fait réagir Benoît Apparu, le secrétaire d'État au logement, qui était l'invité de Preuve par 3 tout à l'heure sur notre antenne à 18 h. J'ai entendu, je crois, depuis plusieurs jours, à juste titre, le Parti socialiste nous dire sur à peu près tous les tons « présomption d'innocence ». Ça a été le maître mot, à juste titre, pendant 10 jours. Et maintenant, on fait, si je comprends bien, de la présomption de je ne sais quoi. Arrêtons un peu 2 minutes. À quoi joue le PS en faisant ça? Je ne comprends pas leur attitude en la matière. Nous avons une excellente candidate, c'est bon pour la France, tant mieux. Ouais. Christine Lagarde, qui est soutenue par plusieurs grands pays européens, va entamer désormais un tour du monde pour défendre sa candidature. Après la cacophonie, la tentative de clarification, le gouvernement a douché aujourd'hui la satisfaction bruyamment exprimée hier par les députés UMP frondeurs. Pas question, insiste-t-on au gouvernement, de renoncer au démontage des panneaux avertisseurs de radar. On fait le point sur un sujet qui reste passablement embrouillé avec Jérôme Rabier. Claude Guéant à l'Assemblée nationale pour répondre aux députés UMP et clore enfin le sujet des radars pédagogiques. Je vais vous décevoir parce que contrairement à ce que vous pensez, il y a une complète identité de vue au sein du gouvernement. Ces radars pédagogiques seront implantés de façon aléatoire et non systématiquement à 400 mètres d'un radar fixe comme aujourd'hui. Il y en aura à des lieux adéquats avant les radars fixes. Il y en aura aussi à d'autres endroits dangereux sans radar. Une déclaration censée rassurer les élus frondeurs mais qui n'a en rien répondu sur l'implantation systématique de radars préventifs à la place des panneaux signalant les radars fixes. On n'y comprend plus rien. Hier, c'était le ministre de l'Intérieur qui nous dit on va revoir ça localement, essayer de trouver des solutions les plus adaptées pour assurer la sécurité routière. Aujourd'hui, remise en cause de ce dispositif d'hier. Enfin voilà, il faut que le gouvernement nous dise ce qu'il souhaite faire. Mais d'autres députés estiment eux avoir obtenu ce qu'ils avaient demandé. Il y aura, conformément à ce que souhaitaient les députés UMP, qu'il y ait des outils pédagogiques, c'est-à-dire concrètement des radars pédagogiques qui soient implantés en amont des radars fixes et au-delà aussi, puisque il y aura beaucoup de radars pédagogiques d'installer. Une incompréhension qui dure et qui exaspère certains députés. Yannick Favennec, élu de la Mayenne, allant jusqu'à poster sur Twitter un message sans ambiguïté. Voilà, et les explications devraient se prolonger. Alors que sa cote dans les sondages ne se dément pas, malgré l'affaire DSK, le Parti socialiste se penche sur l'organisation des primaires qui devront être fraternelle et non fratricide, volonté exprimée aujourd'hui lors du conseil politique du PS. Dans une lettre ouverte à Martine Aubry, le sénateur maire de Lyon, Gérard Collomb, se dit inquiet, lui, des risques de la compétition des primaires. Il plaide donc pour une candidature unique. De fumée blanche quand un candidat a été désigné, que Ruth Solferino, il s'enferme et qu'une petite fumée rose puisse sortir. Au Sénat, la réflexion sur la prévention des conflits d'intérêts progresse. Une déclaration d'intérêt est envisagée pour les sénateurs. Une autorité de déontologie va par ailleurs voir le jour. Gérard Larcher est intervenu sur cette question aujourd'hui. Une question relancée bien sûr par diverses affaires visant des ministres. On écoute le président du Sénat. Nous avons recensé 169 organismes extérieurs où, de par la loi, actifs, parce qu'il y en a plus que ça, les sénateurs sont présents. Certains sont de nature à représenter des conflits d'intérêts entre la fonction de contrôle parlementaire et la fonction, en quelque sorte, d'être dans cet organisme où il peut y avoir par nature. Le président du Sénat qui évoquait notamment la présence des lobbyistes dans les couloirs du Parlement. Enquête préliminaire ouverte à Évry pour vérifier les accusations visant Georges Tron, le secrétaire d'État à la fonction publique, est la cible de 2 plaintes pour harcèlement sexuel de 2 anciennes employées municipales de Draveil dans l'Essonne. L'avocat de Georges Tron dépose plainte, lui, pour dénonciation calomnieuse et estime qu'il y a un coup bas du Front National derrière ces accusations. En effet, l'avocat des plaignantes est Gilbert Collard, proche de Marine Le Pen, qui affirme ce soir, elle, ne rien avoir à faire avec ces accusations. Jean Arthuis, le président centriste de la Commission des finances, est notre invité. Jean Arthuis, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous soutenez la candidature de Christine Lagarde pour le FMI ?
Je crois que Christine Lagarde est une bonne candidate pour le poste de directeur général du FMI. Elle est au surplus en charge du secrétariat, en quelque sorte, du G8, du G20, puisque la France en assure la présidence, et que le FMI est la cellule opérationnelle des G8 et des G20. Ce serait dans une forme de continuité, si on vous suit. Dans une certaine mesure, oui. Elle a les qualités requises? Je pense, d'autant qu'elle est aussi à l'aise aux États-Unis qu'en Europe. Alors on le voit, les soutiens sont assez nombreux en Europe. La Russie pourrait apporter son soutien. François Baroin a dit que la Chine pouvait la soutenir également. Mais en France, on l'a vu dans cette édition, le Parti socialiste met en garde contre un deuxième scandale. Vous avez entendu Ségolène Royal, en raison de l'épée de Damoclès que représente le dossier Tapie. Mais vous, Jean Arthuis, vous n'avez pas manqué de critiquer la solution de l'arbitrage choisi par la ministre dans ce dossier. Aujourd'hui, il faut l'oublier. J'ai surtout critiqué, dans cet arbitrage, le déséquilibre entre le sort fait à M. Tapie et le sort fait au Crédit Lyonnais. M. Tapie avait des dettes envers le Crédit Lyonnais. Ces dettes ont été bloquées en 1994 et elles n'ont pas été l'objet de réévaluation, d'intérêt de retard. En revanche, l'indemnité qui lui a été consentie fait l'objet d'un intérêt de retard. Je trouve ça totalement inique. Et il a touché en plus un dédommagement pour préjudice moral. J'ai écrit à M. Tapie en lui disant, mais enfin, vous êtes un homme d'honneur, vous devriez spontanément prendre l'initiative de payer un intérêt de retard. Cette affaire est obscure et détestable, elle encombre la vie politique. La question est de savoir si l'État peut transiger au travers d'une procédure de compromis, d'arbitrage. Vous dites quoi? Mais Oui, dans le cas peut ou pas? Dans le cas particulier, les experts expriment des avis. Vous êtes un expert, vous, Jean Arthuis. Eh bien, vous auriez choisi une autre option. Je pense qu'il eût été préférable d'aller devant le juge, parce que indirectement, c'est l'État qui était en cause. On vous écoute. Mais j'ai peur qu'on fasse porter à Christine Lagarde un chapeau qui n'est pas le sien. D'accord, mais qui a pris la mauvaise décision, si l'on vous suit. C'est une affaire qui est assez ancienne. Oui. Vous dites qu'il faut l'oublier aujourd'hui et oublier cet épisode pour défendre la candidate. On sera fixé dans 10 jours, puisque M. Nadal, le procureur général près la Cour de cassation, a demandé à la Cour de justice de la République de se prononcer. On y verra plus clair. Et en tout état de cause, le 10 juin malgré prochain. vos critiques persistantes, Je pense vous la qu'elle a soutenez vraiment- comme candidate. Oui, Christine Lagarde a vraiment les qualités pour occuper le poste. Alors si elle est nommée fin juin, il faudra lui trouver un successeur. À Bercy, on dit que certains ministres déjà en place, notamment à Bercy, sont à cran. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Est-ce qu'il faut faire appel à une personnalité hors du gouvernement? Je pense par exemple à quelqu'un issu des rangs centristes. Écoutez, moi je suis centriste résolument et je milite pour qu'il y ait un projet centriste et que parmi les centristes, nous puissions trouver une femme ou un homme qui aille porter ce projet devant les Français à l'occasion de l'élection présidentielle. D'accord, mais en attendant, votre nom par exemple, il a été cité parmi d'autres dans le cadre d'un remaniement à Bercy. Jean Arthuis. Vous m'envoyez sur flatteur, mais j'ai quelques idées précises. Je pense par exemple à l'abrogation du bouclier fiscal, à l'abrogation de l'ISF, à l'institution d'une tranche supplémentaire dans le barème d'impôt progressif sur le revenu. Oui. Je ne crois pas que ce soit dans l'orientation prise par le gouvernement. Non, justement, sur ce plan-là, effectivement, on attendait comme compensation cette imposition sur les très très hauts revenus. Et là, manifestement, tout est gelé. Vous le dénoncez, vous le regrettez. De toute façon, que l'on décide maintenant ou à l'occasion du débat sur la loi de finances 2012, ça ne changera rien. Car une décision prise aujourd'hui n'aurait pas d'effet en 2011. Sauf à faire un prélèvement à la source et de rendre la loi rétroactive, ce qui ne serait pas conforme à notre tradition juridique. Donc cette question reviendra à l'ordre du jour, mais ce système d'imposition des très hauts revenus va encore créer un élément singulier dans notre fiscalité. Or, nous avons besoin de simplicité. Et la simplicité... Où trouve-t-on les centaines de millions d'euros pour compenser la réforme de l'impôt sur la fortune? Une tranche supplémentaire dans le barème d'impôt sur le revenu à 45 ou 46%. Une révision de l'assiette et du barème d'imposition des plus-values mobilières et immobilières. Et que l'on garde le produit d'un supplément d'impôt sur les donations, sur les successions, non pas pour compenser la perte de ressources qui va résulter de cette réforme, mais pour financer demain
la dépendance qui va mettre en vraie difficulté les budgets locaux et les budgets de l'État. En tous les cas, à propos de la réforme de l'impôt sur la fortune et de la suppression du bouclier fiscal, Jean Arthuis, votre homologue Jérôme Cahuzac estime, lui, que rien ne change véritablement, déjà dans les médias. Et puis la réforme de l'ISF, selon lui, aboutit pour les gros contribuables, les gros patrimoines en tous les cas, au même avantage que le bouclier fiscal. Est-ce que c'est votre calcul? Je pense que cette réforme n'est pas celle que j'attendais, c'est clair. Pas assez ambitieuse? Elle est intermédiaire. Il est évident qu'on ne pourra pas rester sur cette situation. Alors c'est une commodité, c'est politiquement correct, mais ça n'est pas ça qu'on attend. On attend de la simplicité. Vont subsister un tas de niches, d'exonérations, de dérogations qui vont faire le bonheur des monteurs d'opérations, d'optimisation. Et on sait très bien que ce sont les plus hauts revenus qui tirent le meilleur profit de ce type de complexité. La complexité, c'est l'inégalité des Français devant l'impôt. Très bien. Le chômage qui recule pour le quatrième mois consécutif, tant mieux, moins 0,4% en avril. Le gouvernement parle carrément d'un début de sortie de crise. Oui, moi, je serais plus prudent car nous sommes dans une économie globale et j'attends des réformes structurelles lourdes, notamment fiscales, pour améliorer la compétitivité. Cessons d'imposer la production. C'est organisé assez méthodiquement la délocalisation des emplois et des activités. Mais vous avez quand même noté que les investissements étrangers repartent de plus belle en Europe et particulièrement en France. Oui, je demande à voir... Malgré la mondialisation... Oui, mais je demande à voir les conséquences en termes... Il y a des opérations sur la recherche qui sont assez fortes et marquantes, mais elles sont aussi liées aux avantages fiscaux exceptionnels que la France consent pour les crédits impôt recherche. Mais ça ne veut pas dire que lorsque la recherche a abouti, qu'on passe au stade industriel. La production industrielle démarre en France. Bien souvent, elle démarre en Europe centrale ou bien en Asie. Qu'attendez-vous du sommet du G8 et peut-on attendre quelque chose de ce type de sommet? En général, les conclusions sont rédigées avant le sommet. Mais enfin, je pense que c'est bien que les dirigeants des grands pays du monde se rencontrent pour essayer de trouver des régulations. Mais j'étais à Bruxelles avec mes collègues de la Commission des finances du Sénat il y a 3 semaines et on essayait de voir comment fonctionnaient les grandes orientations au lendemain de la crise, au lendemain de la faillite de Lehman Brothers. On était pour une régulation en Europe des marchés financiers, des mesures rigoureuses. Eh bien, on a l'impression aujourd'hui que c'est plutôt business as usual, comme si l'Europe était plus prompte à décider du calibrage des pommes, du respect de la biodiversité ou de la nécessité d'avoir un permis. Vous avez été choqué du retour des hauts revenus et des bonus dans les banques françaises, par exemple. Oui, je pense que de la part des dirigeants des banques, on se demande où est l'éthique, où sont les lignes déontologiques, parce que les banques, quand elles sont en difficulté, elles deviennent, surtout si elles sont importantes, un risque systémique. Ça veut dire que l'État vole à leur secours et qu'en tant que de besoin, c'est le contribuable qui met la main à la poche. Les banques ont fait des bénéfices considérables parce que dans cette période de crise, la Banque centrale européenne a mis à leur disposition des liquidités à des taux d'intérêt symboliques. Avec ça, naturellement, puisqu'elles prêtaient à des taux sensiblement plus importants, elles ont fait des bénéfices. Est-ce que cela justifie des rémunérations aussi substantielles? D'autant que on va les obliger à avoir des fonds propres plus importants. Eh bien, pour faire des fonds propres plus importants, quand on fait du bénéfice, il faut les mettre en réserve et non pas les distribuer aux mandataires sociaux sous forme de bonus ou aux actionnaires sous forme de dividendes. Il faut les mettre en réserve. Vous avez rappelé que vous aviez dans le viseur 2012, en tant que président de l'Alliance centriste, Jean Arthuis, vous avez des contacts fréquents, réguliers avec Jean-Louis Borloo. Sa détermination, là, sur une échelle de 1 à 5 pour sa candidature? Mais je pense qu'on n'est pas au stade de la candidature. On est au stade... On est au stade du projet. Et aujourd'hui, faisons taire cette guerre des égaux, parce qu'il n'y a pas que Jean-Louis Borloo, il y a également François Bayrou et peut-être d'autres personnalités de la famille centriste. L'urgence est d'abord de rassembler les centristes, que tous conviennent de parler ensemble pour concevoir un projet où finalement le mode de gouvernance, l'éthique de gouvernance sera au moins aussi importante que le contenu de ce projet. Et le choix des hommes? On va quand même en parler. C'est une équipe. C'est une équipe. Enfin, la bonne gouvernance... Il n'y a qu'un candidat. Certes. Mais il faut que ce candidat soit en confiance avec une équipe. Et avec lui-même. Et là, Jean-Louis Borloo, vous le sentez prêt? Écoutez, moi j'attends. Ne préjugeons pas. Très bien. Un mot sur la sécheresse dans la Mayenne. Vous êtes touché? Naturellement, nous sommes touchés et très, très, très préoccupés. J'espère que la météo va
a changé, mais nous sommes très inquiets. Merci, on en parle justement de la sécheresse dans un instant avec Adrien Goutéron et Dominique Barrault, le secrétaire général de la FNSEA. Juste après le point donc sur une situation alarmante en France avec Marie Chambrial. On l'annonce comme la sécheresse la plus grave depuis 1976. Les zones touchées en France par le manque de précipitations sont de plus en plus nombreuses. 46 départements sur les 96 que compte la métropole, soit près de 1 sur 2, sont déjà concernés par des mesures de restriction d'eau. Celles-ci comprennent les usages non prioritaires pour les particuliers comme l'arrosage ou le lavage des voitures, mais visent surtout l'irrigation agricole. À elle seule, elle représente 80% des prélèvements d'eau en période estivale. 14 départements sont en alerte de niveau 1. Les restrictions d'eau y sont obligatoires une journée par semaine. 14 autres en alerte renforcée doivent restreindre l'irrigation entre 1 et 5 jours par semaine. Et enfin, 18 départements sont déjà en alerte maximale. Les mesures de restriction sont de au moins 5 jours par semaine, voire totale. La sécheresse est plus sensible dans le nord et l'ouest de la France. Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture, a annoncé plusieurs mesures pour venir en aide aux agriculteurs. Il leur a en particulier accordé l'autorisation de faucher avant le 15 juin et mobilisera le Fonds de garantie des calamités agricoles pour aider les exploitants. Enfin, la sécheresse pourrait avoir un impact sur le fonctionnement des centrales nucléaires. Certaines dépendent des cours d'eau pour leur refroidissement. Des mesures préventives ont déjà été annoncées par la région Centre pour garantir un débit suffisant de la Loire, où sont implantées 4 centrales. Avec nous donc Adrien Goutéron, sénateur UMP de la Haute-Loire. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, avec Dominique Barrault, secrétaire général de la FNSEA. D'abord la situation telle que vous la vivez en Haute-Loire. Eh bien, je constate que les agriculteurs sont d'abord, eux, préoccupés, très préoccupés même, et que cette situation est très angoissante, vraiment. Donc je me réjouis que des mesures aient été annoncées. Il faut certainement aller plus loin. Plus loin, on va en parler. Alors Dominique Barrault, d'abord, nous ne sommes qu'au mois de mai. On se dit, comment ça sera en juillet et en août? Vous avez quand même bon espoir? On croit toujours qu'il pleuvra demain. C'est la solution la plus efficace, mais nous n'avons pas la main sur ce sujet. Tous les jours du mois de mai qui passent, c'est un peu plus d'exaspération. Et c'est surtout une sécheresse de printemps avec une végétation qui a 3 semaines d'avance. Donc des fourrages qui sont déjà récoltés. Certaines zones ont déjà fini la récolte de foin avec plus de 50% de baisse de récolte. Y a-t-il des assurances qui protègent les agriculteurs, les éleveurs des risques de sécheresse? Oui, mais très peu, je crois, on souscrit. Il y a des assurances calamités qui ont été souscrites par un petit 20% d'agriculteurs parce qu'elles sont chères, parce que les généraliser coûterait à l'agriculture et coûterait au gouvernement, comme le font certains pays comme l'Espagne. Mais la meilleure garantie et la meilleure assurance, ce serait la gestion de l'eau. Oui, oui. Alors on a parlé du désespoir, Adrien Goutéron, mais c'est vrai que ça pèse terriblement sur le moral aussi des hommes, il faut le dire. Tout à fait. Déjà, certains agriculteurs commencent à vendre leurs animaux parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir se payer des fourrages. Donc, un problème de trésorerie, un problème de morale, et puis comment faire pour s'approvisionner en fourrage. Et donc là, il y a un certain nombre d'opérations qui sont en cours. Très bien. Adrien Goutéron, l'État, on le sait, dispose d'un fonds de garantie des calamités agricoles. Il y a une centaine de millions d'euros. Oui. Est-ce qu'on peut dire que ce sera suffisant? Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Je pense même que ça ne le sera pas. Mais il faut d'abord commencer à mobiliser ce qui existe. Je pense qu'il est important de donner rapidement des signaux assez forts aux agriculteurs. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Moi, je dis d'abord qu'il faut tenir compte du moral des agriculteurs. C'est absolument essentiel. Tout à l'heure, le secrétaire général de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles a parlé des agriculteurs qui vendaient une partie de leur cheptel. C'est évidemment dramatique parce que ça ampute leurs chances de développement et d'avenir. C'est absolument terrible. Alors, il faut absolument éviter ça. On a parlé, mais je serais heureux que le secrétaire général nous en dise un peu plus. Il est mieux placé que moi pour en parler. On a parlé de contrats entre les céréaliers, producteurs de paille, et puis les éleveurs qui ont besoin de fourrage, pour éviter que les prix ne flambent, et pour affirmer la solidarité de la profession elle-même. Je crois que c'est extrêmement important, j'avoue que je ne sais pas où on en est, mais il est important que la profession elle-même donne l'exemple. Il faut aussi que les pouvoirs publics donnent l'exemple. Il y a eu au moment de la crise
une vigilance extrêmement importante dans chacun des départements. Les préfets ont mis en place des cellules de crise qui suivaient la situation régulièrement. Je pense qu'il est important aussi qu'en face d'une situation aussi difficile que celle-ci, même s'il ne s'agit pas de faire trembler les gens, hein, il est important que les agriculteurs sentent qu'ils sont suivis, qu'on est attentif à leur sort. Effectivement, il faut que les agriculteurs, et le ministre a prononcé un certain nombre de mesures, comme le fauchage des jachères, mais sécuriser les agriculteurs par rapport à leurs problèmes de trésorerie. Comment faire pour acheter des fourrages? Et ça, je crois que c'est le travail de tout de suite. L'Europe a été saisie, les aides vont être avancées, pas suffisamment, mais c'est déjà un geste. Il faut sécuriser la trésorerie des agriculteurs. Pour faire quoi? Pour acheter des fourrages en remplacement de ce qu'on n'a pas récolté. Ils sont où ces fourrages? C'est notamment la paille. Et effectivement, nous avons lancé une grande opération entre les départements d'élevage et les départements de culture pour faire en sorte qu'on ne gaspille pas la paille. On arrête de broyer la paille, on la met en botte et on la transporte dans les zones d'élevage. Ça, c'est une première démarche et j'appelle à la solidarité entre céréaliers et éleveurs pour faire en sorte que cette paille qui était broyée l'année dernière puisse aller vers les animaux cette année. Vous appelez à cette solidarité, elle n'est pas évidente et naturelle. C'est pas naturel parce que les évolutions réglementaires, les évolutions agronomiques font qu'on gardait la paille plutôt pour faire de l'humus dans les sols. Donc là, c'est un matériau qui peut être consommé par les animaux, les vaches, les brebis. Donc, première action. Quand nous aurons mené et terminé cette action, ça va prendre des mois, il faudra faire les comptes. Il faudra faire les comptes et effectivement, l'élevage qui depuis 10 années n'en finit pas de se mettre aux normes, de travailler sur la mise aux normes des bâtiments, sur le bien-être animal, est exempt au point de vue financier. Donc il y aura forcément un accompagnement financier en direction de l'agriculture. Voilà, qui a déjà bien commencé en raison de la crise agricole depuis plusieurs années. Alors Adrien Goutéron, certains évoquent déjà un impôt sécheresse. Je crois qu'il faut surtout pas prononcer cette expression. Le souvenir en est terrible. En tout cas très mauvais dans l'esprit de beaucoup. Je crois que c'est pas... Non seulement c'est inopportun d'abord, et ça n'est pas la solution. Je crois qu'il y a d'autres méthodes que cela. M. Barrot vient d'évoquer des solutions qui concernent la profession. Je pense que des mesures ont déjà été prises, tout de même celle qu'il a simplement citée, mais je vais y insister, moi, un tout petit peu plus, qui concerne le versement anticipé de certaines primes européennes. Ça, c'est une mesure importante, parce que la trésorerie des exploitations, dans beaucoup de cas, est exsangue, c'est sûr. Est-ce que tous les deux, vous faites le lien avec les changements climatiques? Aujourd'hui, Nicolas Hulot déclare « La sécheresse nous donne raison ». Oui, on fait un lien avec les changements climatiques, mais c'est surtout qu'il faut faire un lien sur les politiques agricoles, et notamment sur la nécessaire politique de l'eau. Quand vous pensez que nous stockons seulement 2% de l'eau qui tombe, et qu'avec 3% de l'eau qui tombe, on sécuriserait les systèmes d'exploitation, qu'on soit maraîcher, arboriculteur ou qu'on soit éleveur. Parce que quand on parle de 46 départements qui sont en restriction d'eau, on ne parle pas des 45 autres départements ou 44 autres départements qui sont plus producteurs d'herbe, mais l'herbe ne pousse pas dans ces départements. Donc il y a vraiment une nécessaire politique de l'eau d'avenir à mettre en place, et par rapport au débat avec l'environnement, vraiment passer de la notion d'opposition à la notion de projet. Un mot pour conclure. C'est très important cette politique de l'eau et d'installation de retenue d'eau, de retenue collinaire par exemple. On les a longtemps condamnés, on a parfois freiné la volonté des agriculteurs. Je crois que le moment est venu d'encourager. Merci à tous les deux. Donc, à 22 h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal, tout de suite sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale, question d'info. Bonsoir à tous. L'information politique et parlementaire en temps réel, c'est sur l'application iPhone de Public Sénat. Informer, expliquer et partager pour être à la pointe de l'actualité politique.